Se trouvent, ces experts préparent également la rencontre des ministres de la Défense de la CIGRL. Vous nous suivez de partout, merci de votre fidélité. Après 2 mois de vacances parlementaires, les sénateurs et les députés nationaux débutent la session ordinaire de septembre 2012, une session essentiellement budgétaire à l'Assemblée nationale, dont la cérémonie solennelle d'ouverture présidée par Aubin Minakou a eu lieu ce samedi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. C'est une journée particulière dans ce salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa qui a su contenir plus de 450 députés nationaux, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, les responsables des différentes institutions et autres invités de l'Assemblée nationale. Le bureau de la Chambre basse du Parlement affiche presque complet. Un seul de ses membres manque à l'appel, le premier vice-président Charles Mwando Simba. À 13h passées de quelques minutes, heure de Kinshasa, Aubin Minakou Ndjalandioko ouvre la séance et fixe immédiatement la plénière sur les priorités de cette session ordinaire dont les travaux sont délocalisés pour des raisons connues. La tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa et précisément au Palais du Peuple. 16 projets et propositions de loi seront nécessairement soumis à la plénière pour leur inscription à l'ordre du jour de l'actuelle session, au nombre desquels je voudrais mettre en exergue 2 textes, à savoir 1. Le projet de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. 2. Proposition de loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme. Avant le 15 octobre, nous devons et nous avons le temps d'adopter ces 2 textes en priorité. Sur le plan du contrôle parlementaire, Aubin Minakou a rappelé la question écrite de José Makila adressée au directeur général du centre d'expertise. La question écrite de Dieudonné Mboukani adressée au directeur général de la DGRAD ainsi que la motion des défiances contre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Si les vacances parlementaires ont été fructueuses pour les uns, les autres n'ont pas eu le temps de se rendre à leur base pour plusieurs raisons. Fabien Lumbala a approché quelques députés sur ce sujet. Suivez. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les experts militaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont officiellement lancé vendredi le mécanisme conjoint de vérification de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Depuis Goma, ces experts ont préparé également la rencontre des ministres de la Défense de la CIRGL ouverte ce samedi 15 septembre. Plus de détails avec Célestin Sibomana, il est attaché de presse au gouvernorat du Nord Kivu. Désormais, les 11 pays de la conférence internationale de pays de Grand Lac viennent de mettre en place le mécanisme conjoint de vérification du renseignement entre la RDC et le Rwanda. La mission de cette structure est la sécurisation des frontières, aussi bien vérifier les allégations en rapport avec le mouvement de forces négatives au sein de la sous-région. La finalité est la restauration de la paix, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac, comme l'a signifié le ministre de la Défense de l'Ouganda, président du sous-comité de la défense au sein de la CIRGL. Le lancement de ces activités du mécanisme conjoint de vérification a été fait ce vendredi 14 septembre à Goma, comme souhaité par le sommet de Kampala. Ceci est une preuve que les 3 sommets de chefs d'État n'ont pas été un moment perdu, mais très fort de la stabilité et la paix au Nord Kivu. Le professeur Toutalwaba, cet exécutif de la CIRGL, a précisé que l'étape suivante sera l'envoi d'une équipe militaire d'évaluation en vue d'aboutir à l'opérationnalisation d'une force internationale neutre. Notons la présence du ministre de la Défense de la RDC, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Depuis Goma, Célestin Sibomana pour Télé 50. 14e sommet de la francophonie en RDC, le Premier ministre belge Elio Di Rupo ne sera pas à Kinshasa du 12 au 14 du mois prochain. Ces dates coïncident avec les élections municipales en Belgique où il est lui-même candidat. La Belgique sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Les détails avec Grace Salambo. Premier francophone à diriger un gouvernement en Belgique depuis les années 70. Elio Di Rupo sera absent du 14e sommet de la francophonie organisé dans son ancienne colonie et pays francophone les plus peuplés au monde.
Lors de précédents sommets, la Belgique était représentée par des premiers ministres flamands, tels que Wilfried Manders ou Yves Le Terme. Mais la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa coïncide avec les élections municipales belges du 14 octobre. Di Rupo se présente dans sa ville de Mons où il devrait être réélu bourgmestre. Une fonction qu'il n'exercera toutefois pas tant qu'il occupe le siège de Premier ministre. Le chef du gouvernement belge a indiqué dans un communiqué publié vendredi qu'à la lumière des relations historiques entre la Belgique et le Congo, il estime qu'il est préférable qu'un déplacement en RDC puisse s'étaler sur plusieurs jours afin de rencontrer les représentants de différents partis politiques et pouvoir se déplacer dans différents endroits du pays. Alors que le président français François Hollande sera présent à Kinshasa, Di Rupo a informé personnellement le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf de son absence à ce grand sommet et réitère son attachement et son amitié à tous les pays francophones. Parlons technologie de l'information et de la communication et cette avancée dans la pose de la fibre optique qui va assurer la liaison entre Kinshasa et Brazzaville. La cérémonie a eu lieu vendredi sur le fleuve Congo. Gaël Mbalula et Paulin Kazadi étaient présents pour le compte de Télé 50. Après la connexion au point d'atterrage à Mwanda, la société congolaise de postes et télécommunications a franchi une deuxième étape, celle de poser la fibre capable d'assurer la liaison entre Kinshasa et Brazzaville. Une fibre longue de 1700 mètres a été installée dans une profondeur de 10 à 40 mètres. Aujourd'hui, on a posé physiquement les câbles qui doivent relier les deux pays, spécialement les deux entreprises de télécommunications. La pose actuelle, ça a une portée historique. Donc désormais, nos deux capitales, comme ce sont les capitales le plus rapprochées du monde, maintenant en matière de télécommunications, elles le sont aussi en matière de télécommunications actuellement. Cette connexion serait-elle une réponse à l'échec de Mwanda? Quel rôle cette dernière jouera-t-elle dans la liaison? Chacun de nos pays fait partie du consortium WAX. Donc on a mis le câble en mer. Et on a pensé, entre les deux pays, voyez, de mettre un câble qui nous relie pour remplacer d'abord notre vieux faisceau hertzien qui était là et pour servir aussi de secours pour les communications, pour le WAX. S'il y a un problème entre Mwanda et Kinshasa ou bien entre Pointe-Noire et Brazzaville, on peut utiliser ce câble. Le travail qui a demandé beaucoup de persévérance et d'efforts a presque touché à sa fin. La fibre reliant Kinshasa à Brazzaville a été placée dans le fleuve avec succès, mais alors, à quand l'effectivité de la connexion de la fibre optique? La province du Bandundu, que dirige Jean Kamisendou, connaît de plus en plus un essor sur le plan agricole. Cela se justifie par la concrétisation des projets du village agricole sur toute l'étendue de cette province qui compte 11 000 villages. Ce projet a été initié afin de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire de la République démocratique du Congo un grenier agricole. Suivez. Kabouba, le premier village agricole à être visité, situé à quelques mètres de la route nationale numéro 1, ce vaste lopin de terre a été labouré avec ses tracteurs. Très bien, chômage comme trop, les lots comme moi calme, cigarette comme mon nana, ça veut dire mon nana, tout ça pépélé. Les plus grands bénéficiaires, ces villageois, n'ont qu'un refrain sur leurs lèvres. Merci. Topesi papa gouverneur merci mingi pote alongoli biso na nzala bilanga oyo kopesa biso esengo pona kobana na biso bakotanga malamu. Autres sites visités, Bachunga, Katoy, Muzambala. Tous ces sites vont visiblement transformer ce village et les rendre indépendants sur le plan alimentaire. Ici, c'est 150 hectares. Il y aura une culture, il y aura des cultures mixtes. Après, si on va encore associer, on va associer du manioc et du niébé. À Kikwit, précisément à Kimbinga, le dernier champ rassemble déjà des familles qui voient en cette œuvre la réalisation de leurs rêves. Pour améliorer le jour, bete na banzo ya bankaka ko biga bete tunga na machichi. Bete na mfunu changement ko kota bete la na banzo atol, bete zo ampe massa, bete zo ampe élevage, babima na ke yang sa bete ba moyen de déplacement. Même le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, en vacances parlementaires, a été émerveillé par cette œuvre grandiose. Il faut un soutien financier, c'est vraiment une première. Et je crois que dans 2 ans, 3 ans, ça sera probablement le moteur du développement agricole
en un mot du développement de la province de Bandundu. En son jour, Jean-Camille Sendou s'est tourné vers l'essentiel, l'autosuffisance alimentaire qui va faire du Bandundu, mieux de toute la République démocratique du Congo, un véritable grenier agricole en plein centre de l'Afrique. Plus que 4 mois et les populations vont procéder aux premières récoltes. Rendons-nous cette fois-ci dans la province orientale pour parler de cette nouvelle visite dans les installations du géant minier international Kibali Gold Mine. La dernière en date est celle de l'archevêque du diocèse d'Issiro Niangara, à la tête d'une forte délégation qui l'accompagnait, Monseigneur Julien Andavo, et sa suite ont visité les principaux sites où sont exécutés les travaux de la mine de Kibali. Question de se faire une idée exacte sur les informations que relaye l'ensemble de la presse. Floride Zantoto et Grâce Michel Moutoncolé. Monseigneur Julien Andavo en visite d'inspection dans l'installation de Kibali. L'archevêque du diocèse d'Issiro Niangara, qui a fait le déplacement avec une forte délégation composée des évêques, abbés et curés de ce diocèse, voulait se rendre compte du déroulement des activités de la firme internationale Kibali Gold Mines et de ses réalisations sur son site d'exploitation à Dokodurba, en territoire de Ouatsa. Des carreaux miniers de Kibali. Monseigneur l'évêque, je suis le carreau minier de Kibali Gold. À la mine à ciel ouvert, en passant par le site où seront construits la nouvelle paroisse Sainte-Barbe de Durba, les couvents des Sœurs, la salle paroissiale, les écoles et bien d'autres sites importants. Monseigneur Julien Andavo s'est dit satisfait et fier de l'évolution des travaux. Nous sommes remplis d'espoir que les choses aillent de l'avant, parce que tel qu'ils nous disent les choses, ça veut dire que ça promet pour tout le monde, en particulier pour la jeunesse, dont on sait qu'ils vont remplacer les techniciens ici sur Terre. Nous souhaitons qu'il y ait une longue vie et que Kibali puisse enfanter d'autres Kibali qui vont exploiter les sous-sols congolais. Au cours de la visite, les hôtes de Kibali ont eu également droit à toutes les questions possibles. Question de lever tout le suspense sur l'entreprise. Le site où se développent les activités de la firme internationale Kibali Gold Mines est plus que béni. Bon, on l'avait déjà béni, maintenant c'est 4 fois béni parce qu'on avait déjà célébré une messe ici. Donc c'est béni. C'est l'essentiel des paroles de Monseigneur Julien Andavo, archevêque du diocèse d'Issiro Niangara. Un invité dans ce journal, Thierry Nzodé, il est le président national de l'ONG Non à l'injustice, initiateur de l'ONG et même de la pétition pour la création de l'organe de surveillance de la République. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Question, une première, donc pourquoi la création d'un organe de surveillance de la République? C'est très facile, mon frère. Rien qu'en voyant seulement les immeubles dans la ville de Kinshasa qui poussent comme des champignons, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule de partout, sauf dans la caisse de l'État. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de cet organe, pour protéger l'argent de l'État. Et qui dit l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple. Voilà. Alors, vous avez initié une pétition à déposer auprès du chef de l'État, même au niveau du gouvernement. Est-ce que vous pensez avoir une oreille attentive justement auprès de ces gouvernants qui nous dirigent? Oreille attentive, oui, nous le pensons. Je pourrais te donner un petit exemple. C'est comme si toi, tu as un kiosque et il y a des travailleurs qui travaillent pour toi et qu'on te dit après que ces travailleurs-là, ils ont construit des magasins. Il y a de quoi se poser la question de savoir, ces magasins, ils ont construit avec quel argent? Et s'il y a quelqu'un qui vient, une personne indépendante qui cherche à t'aider, à ce que tu puisses commencer à retrouver les voleurs qui te volent, eh bien, pourquoi est-ce que ça sera difficile? Ils ne peuvent que appuyer cela. Alors, puisque vous parlez de ceux qui volent ou ceux qui détournent, est-ce que vous pensez qu'avec cette démarche, on puisse un jour avoir également des hauts responsables? Parce qu'on a toujours décrié l'impunité, il y a de l'injustice en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'un jour, qu'avec cette démarche, qu'il puisse y avoir des hauts fonctionnaires ou quelques membres peut-être du gouvernement en prison à cause de cette démarche et surtout de cet organe de surveillance de la République? Nous l'espérons, parce que toi et moi, nous savons que dans aucune prison, il y a un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui a été arrêté parce qu'il a pillé l'État. Et c'est devenu maintenant une routine, là où les gens peuvent se servir de l'argent de l'État et il n'y a jamais eu une poursuite.
Voilà pourquoi nous avons besoin de cet organe, pour éviter qui contrôle qui.